Bienvenue dans Soir d'Info qui reçoit tout de suite Aminata Fall Dramé, économiste, planificateur, présidente du réseau des femmes dans la gestion des finances publiques. Bonsoir Madame Dramé. Bonsoir Sarah. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors vous préférez qu'on dise planificateur ou planificatrice? Planificateur. Parfait. Alors avec vous, Madame Dramé, nous allons parler de la présentation du presse. C'est le plan de redressement économique pour le Sénégal. Vous le savez, qui a donc été présenté le vendredi dernier par le Premier ministre Ousmane Sonko. Un plan, Madame, qui s'inscrit dans une vision de refondation économique adossée à une souveraineté nationale et la transparence dans la gestion des ressources publiques. C'est un plan qui a pour objectif de mobiliser plus de 5,6 milliards sur 3 ans, 2025-2028, tout en ramenant le déficit budgétaire à 3% du PIB, ce qui est assez ambitieux. Madame Dramé, en tant qu'économiste, planificateur, avec une expérience de 20 ans au sein de l'administration sénégalaise publique, donc, est-ce que vous avez été convaincue déjà par les arguments du Premier ministre? Est-ce que vous pensez que ce plan puisse redresser économiquement le Sénégal? Merci Sarah, merci. Je vous remercie encore pour l'invitation et remercie un peu les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Tout à fait convaincu, Sarah, par ce plan de redressement. Pourquoi? Nous allons faire un petit break pour aller dans l'histoire. Mais l'histoire proche. Il faut qu'on essaie un peu d'être au-dessus des clivages politiques et des sensibilités anecdotiques et parler un peu de stratégie. Vous savez, les autorités actuelles, nos autorités de ce pays-là, ont eu à défendre cet état de fait depuis quand ils étaient dans l'opposition. Moi, je l'analyse comme ça. Mais depuis qu'ils sont accédés au pouvoir, ils ont mis en place une stratégie, l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Et dans cet agenda, il a été décliné en master plan sur 10 ans, mais aussi en SND sur 5 ans. Mais si vous retournez sur l'agenda, vous verrez que c'est adossé sur 3 piliers: redresser, impulser et puis accélérer. C'est de ce redressement dont il s'agit. Vous savez, le plan de redressement s'adosse sur une triptyque, ou bien je dirais juste sur un diagnostic rigoureux, un diagnostic qui permet d'identifier les causes réelles. Les causes réelles qui gangrènent aujourd'hui notre économie. Les causes réelles qui gangrènent notre économie, le social et aussi au niveau des institutions. Vous avez parlé tout à l'heure du déficit de 3% que le plan de redressement prévoit d'atteindre en 2027. C'est fort possible si on s'y met nous tous. Rappelons que déjà il était de 12% en 2024 et qu'ils veulent le ramener à 3% en 2027. Voilà, déjà à la LFR, nous avons un déficit de 7,78%. Ok, pour l'année 2025. Pour l'année 2025. Donc de 12% en 2024, vous êtes déjà passé à 7,8% en 2025. Donc en un an. En un an. Donc c'est peut-être fort possible si on fait plus, en tout cas plus d'efforts à ce niveau-là pour arriver à 3% en 2020. Alors venons-en justement à ces efforts, comme vous le dites si bien. Le presse y repose sur différentes mesures. On peut citer entre autres la réduction du train de vie de l'État, la taxation de niches de financement sous-fiscalisées, comme on les appelle. C'est le cas du numérique, c'est le cas du mobile money ou encore les jeux de hasard. En tout cas, la fiscalité semble être
le principal outil autour duquel va s'articuler ce redressement. Alors que le rapport d'exécution budgétaire du premier trimestre, Madame nous apprend que l'investissement public a chuté de 30,3% en 2024, au moment où l'assiette fiscale, elle, va passer de 16 à 20% du PIB, ce qui veut dire que l'État va investir moins et peut-être taper un peu plus sur le portefeuille des citoyens. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter? Je ne crois pas. Parce que je crois que le gouvernement a été assez transparent par rapport à la présentation qu'a fait le Premier ministre Ousmane Sonko et avec un peu les explications aussi du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je crois que quand on parle de fiscalité, les gens ont un peu peur. Mais il s'agit là de faire un élargissement de l'assiette fiscale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une petite minorité qui était en train de payer toute la fiscalité qu'on était en train de récolter au niveau de l'État. C'est une minorité parce que ce sont les travailleurs, par exemple. Ce sont ceux qui sont inscrits à la sécurité sociale et tout ça dans le système pour pouvoir être capables de donner un peu d'impôts. Les commerçants pour la TVA, nos fournisseurs, nos prestataires pour la TVA. Mais il ne faut pas occulter qu'il y a 400 000 unités informelles au Sénégal. Unités informelles. Et quand je dis unités informelles, il y en a qui vont jusqu'à 50 millions de chiffre d'affaires. Ça ne peut plus être de l'informel. Qui passe par pertes et profits. Parce voilà. qu'on n'arrive pas Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les aider à se formaliser. Il faut les aider à se formaliser et aider en quelque sorte avec plus de sensibilisation, de communication, à leur montrer que payer l'impôt, ça peut leur amener encore un gain plus par rapport à la sécurité sociale, par rapport à d'autres points qu'ils pourront avoir. Je crois que c'est là le besoin d'avoir une communication réelle et une sensibilisation réelle par rapport à cela. Qu'on ne comprenne pas la fiscalité, qu'on ne la vive pas en tout cas comme une pression, mais plutôt comme un élargissement de l'assiette fiscale et donc même un soulagement de personnes qui étaient éprouvées justement par cette fiscalité. Oui, bien sûr. Il y a quelques jours, nous avons fait des travaux sur les réformes du Code général des impôts pour identifier un peu les biais implicites et explicites, genre par exemple, pour permettre, parce que parmi ces unités informelles, il y a un pourcentage de 54% de femmes, qui sont dirigées par des femmes. Et il y a des efforts qui sont en train d'être faits par le ministère, par exemple, des Finances concernant le code des marchés publics. Il y a un arrêté qui a été signé pour dire qu'il faut 5% des PME, qu'on donne 5% des marchés publics aux PME. Et parmi ces 5%, il y a 2% qui sont relégués aux PME dirigés par les femmes. Donc, c'est des efforts comme ça. Mais il faut plus de communication, je crois, à ce niveau-là pour permettre aux populations de comprendre. Alors, de l'avis de certains détracteurs justement du chef du gouvernement, eh bien, on ne peut pas relancer une économie sans pour autant stimuler l'investissement public et l'activité productive. Et je pense que ça a été dit par rapport justement à ce rapport d'exécution budgétaire du premier semestre qui apprend que l'investissement public a chuté de 30,3% par rapport à l'année dernière. Est-ce que vous partagez leur position? Non. Que oui, mettre la pression sur le point de vue fiscal, c'est très bien, mais qu'il faut stimuler également l'investissement public et surtout l'activité productive. Réellement, il faudra stimuler ces investissements-là. Mais il faut comprendre que depuis l'accession au pouvoir de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ils sont dans le redressement. Certes, l'impulsion viendra en même temps, presque en même temps, c'est-à-dire en milieu de redressement, il y aura l'impulsion. Et c'est à partir de ce moment qu'on sentira
un peu le positionnement un peu des investissements à ce niveau-là. Ok. Alors, le Premier ministre a clairement indiqué que le Sénégal entend éviter de recourir à l'endettement extérieur avec un plan financé à 90% par les ressources nationales. Une annonce faite alors qu'une mission du FMI est justement attendue fin août pour discuter d'une éventuelle reprise ou pas du financement, du programme de financement. Est-ce qu'il faut comprendre par cette assertion du Premier ministre que nous allons vers une reconfiguration totale des relations entre le Sénégal et le FMI, le Sénégal et les institutions de Bretton Woods? Vous savez, le FMI avait, je crois que à ce niveau-là, je m'en tiendrai un peu plus sur la position des autorités. Mais moi, par mon analyse individuelle, je crois que le FMI est là pour permettre au Sénégal d'avoir une signature un peu plus positive au niveau international. Mais il va falloir peut-être qu'on s'en tient un peu à la position de nos autorités à ce niveau-là. L'État veut mobiliser, Madame Dramé, plus de 5 600 milliards, c'est près de 9 milliards d'euros, et ramener le déficit à 3%, on l'a dit, d'ici 2027, sans augmenter la dette. Et pour cela, le chef du gouvernement a donc rappelé qu'il misait fort sur des appels publics à l'épargne, sur des emprunts, comme on l'a vu sur le marché régional. Théoriquement, pour tous ces Sénégalais qui nous regardent et qui seraient peut-être intéressés même de répondre à cet appel public à l'épargne, c'est quoi un appel public à l'épargne et comment cela se matérialise-t-il? Un appel public à l'épargne, c'est tout simplement l'État qui veut investir. Justement, on parlait d'investissement sur quelque chose et appelle un peu la population à participer à cet investissement. C'est un peu ça. Mais qui est éligible? Qui est éligible pour le faire? Tous les Sénégalais qui ont les moyens de le faire. J'irai même jusqu'au niveau de la diaspora, par exemple. Vous savez, il y a un rôle que doivent jouer, par exemple, nos missions diplomatiques et consulaires à ce niveau-là, pour permettre aux Sénégalais au niveau de la diaspora de pouvoir participer à ces appels publics à l'épargne. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, il va falloir la participation de tout le monde. Et tout le monde peut participer à ce niveau-là. Voilà. Alors, le Premier ministre qui, on l'a vu tout à l'heure dans le journal, dans la foulée, a présidé ce matin la cérémonie de présentation de l'agenda national de transformation du service public pour une modernisation de l'administration. Il veut rénover le service public, moderniser donc l'administration. C'est pas la première fois qu'on entend cela. On l'avait entendu aussi du temps de l'ancien régime. Mais moderniser une administration, c'est mettre en œuvre des réformes. Mettre en œuvre des réformes, ça peut être très coûteux pour un État qui, justement, veut rationaliser ses dépenses. Est-ce qu'on ne veut pas faire une chose et son contraire aussi? Non, non, non. Vous savez, Sarah, regardez un peu au niveau du plan de redressement. Qu'est-ce que ça permet? D'identifier les causes réelles, les causes de nos problèmes institutionnels, pour permettre de mettre en place maintenant des réformes. Mais des réformes cohérentes, durables et qui sont socialement acceptables. Oui, mais ces réformes, elles coûtent de l'argent. Dans un contexte de morosité économique, tout à l'heure, vous l'avez dit, vous voulez former, vous voulez sensibiliser. La communication, elle a un coût. Quand on veut pousser toutes ces femmes qui sont dans le secteur informel à se formaliser, ces campagnes de sensibilisation à leur intention, ça a un coût. Je veux dire, la rénovation de l'administration publique en elle-même a un coût important. Est-ce que dans le contexte dans lequel on est, où on parle justement de rationalisation du train de vie de l'État, on peut se permettre ces coûts. Là, nous parlons de stratégie. Nous parlons de stratégie. Et la stratégie, c'est une planification qui suit une certaine cohérence. Ce qu'il va falloir faire à ce niveau-là, peut-être que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les 4000 unités informelles, par exemple, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va formaliser. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va pouvoir leur faire payer des impôts. Mais nous avons aussi la réduction du train de vie de l'État. Nous avons aussi la suppression de certaines agences qui coûtent excessivement cher à l'État et qui ont d'autres missions parallèles par rapport à d'autres agences. Donc, il va falloir qu'à ce niveau-là, qu'on essaie, il y a des mécanismes
des mécanismes de programmation budgétaire et des mécanismes de budgétisation qui permettront de financer un certain nombre de réformes. Voilà. Alors, je le disais à l'entame de votre interview, vous êtes présidente du réseau des femmes dans la gestion des finances publiques. La gestion des finances publiques n'incombe pas à un genre en particulier, j'ai envie de dire. Elle doit être transparente, quel que soit le citoyen ou la citoyenne qui est aux fonctions. Pourquoi un réseau des femmes pour la transparence des gestions publiques? Parce que nous avons constaté que nous avons plusieurs femmes, beaucoup de femmes, dans la gestion des finances publiques, qui évoluent dans la gestion des finances publiques, qui sont de haut cadre dans ce pays, mais qui n'arrivent pas à accéder, par exemple, au niveau des positions de décision. C'est ça un peu le soubassement, parce que ce réseau-là a été mis en place avec l'accompagnement de l'USAID à l'époque, et avec, en tout cas, un certain diagnostic qui a été fait au niveau de l'administration pour dire qu'il n'y avait que 6% de femmes qui étaient au niveau des postes de décision, parmi les postes de décision qu'on peut... Un fait que vous regrettez, j'imagine. Un fait que l'on regrette, parce que nous sommes une bonne tranche de femmes. Il y a des inspecteurs des impôts, il y a des inspecteurs du trésor, il y a des économistes, des planificateurs, des juristes qui évoluent dans la gestion des finances publiques, et en général qui sont très compétents. Mais on s'est rendu compte qu'au niveau de l'administration, en général, ils étaient relégués au second plan. Mais justement, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que c'est plutôt le genre qu'on devrait mettre en avant ou la compétence? Le genre et la compétence. Les deux à la fois. C'est-à-dire la compétence parmi les femmes qui sont compétentes. Il va falloir peut-être mieux les promouvoir au niveau des postes de décision. Et qu'est-ce que vous prévoyez de faire justement, quelles sont les activités que vous comptez mener pour que cela devienne une réalité, qu'on voit beaucoup plus de femmes justement dans les instances de décision? Oui, accompagner les femmes, les former en leadership par exemple, en gestion sensible au genre, budgétisation sensible au genre, mais aussi nous avons mis en place des clubs de mentorat au niveau des universités. Et nous avons aussi l'intention de mieux sensibiliser aussi les lycéennes, pourquoi pas, pour les faire intéresser aux finances publiques très tôt. J'ai vu un slogan, j'en ai souri quand je l'ai lu, plus de femmes, plus de transparence dans la gestion des finances publiques. C'est une conviction chez vous? S'il y a plus de femmes, c'est qu'il y aura plus de transparence dans la finance des... C'est une conviction, parce qu'on nous dit naturellement que la femme est plus... Comme il y a un triptyque Jubanti, nous savons que les femmes en général sont plus sont plus droits en matière de finances publiques. C'est ce que nous croyons fortement. Et voilà. Je pense que vous aurez un autre débat à la sortie de cette émission. Aucun souci. Aucun problème. Avec nos partenaires et avec mes patrons. Et avec vos patrons. Oui. Mais heureusement que chez nous, je crois qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Et notre directrice, que je salue au passage, est une femme aussi. Est une dame. Est une dame très forte. Merci beaucoup à Aminata Fall Dramé. Vous êtes, je rappelle, économiste, planificateur. Vous êtes également présidente du réseau des femmes dans la gestion des finances publiques et vous étiez venue nous parler de votre réseau, mais aussi du plan de redressement économique présenté donc le week-end dernier par le chef du gouvernement. Excellente suite de programmes en notre compagnie. Un dernier mot peut-être avant de... Vous remercier Sarah pour cette invitation, pour nous permettre un peu de nous prononcer par rapport à la situation économique du pays, mais aussi nous permettre de parler un peu de notre réseau des femmes qui vient pratiquement de naître le 15 octobre 2024, donc c'est pas longtemps. Mais voilà, merci beaucoup. Et merci à nos téléspectateurs. Merci beaucoup, Madame Dramé. Merci à vous d'avoir suivi ce soir d'info. Excellente suite de programme en notre compagnie.
yónnee xaalis Touba te doo si fay dara waaw fii ba 18 safar Orange Money da leen di may 0 frais de transfert li ci dàq mooy da ngay yónnee ba ci 500 000 francs de transfert cumulé ma ne ci màggal gi dañuy sant rek ak Orange Money Orange Money weesu na kalpe. Orange Money. Attendez, j'ai une nouvelle idée.